Alors nous allons reprendre le cours de ce cours du collège pour accueillir le docteur Hamza El-Fri qui va nous faire l'honneur et le plaisir de nous présenter une conférence extrêmement importante qui est le diagnostic et l'exploration biologique des tumeurs surrénaliennes. Cher ami, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir associé à votre Collège national d'urologie. Donc, on va parler aujourd'hui du diagnostic et exploration biologique des tumeurs surrénaliennes. Et je vais commencer par une toute petite introduction. Donc, avec le progrès technologique de l'imagerie, donc, on a eu recours de plus en plus. Et donc, on trouve de plus en plus des masses surrénaliennes de couverture fortuite qu'on appelle incidentalomes. À peu près dans les pays développés, un patient, je ne vais pas dire patient, mais plutôt une personne sur 5 ont bénéficié d'une imagerie TDM, chez qui on trouve un incidentalome, bien évidemment. Pas tout le monde, mais une portion. Donc, lorsqu'on trouve un incidentalome dans une glande endocrine, que ce soit thyroïdienne, hypophysaire ou, dans notre cas, donc surrénalienne, on doit y explorer pour vérifier est-ce qu'elle est sécrétante ou non. L'exploration, elle est bien codifiée, elle est théoriquement simple, mais il y a des règles à suivre. Donc, le motif de découverte de tumeur surrénalienne, souvent un incidentalome, ou bien on est devant un syndrome de Cushing. On va donc confirmer qu'il s'agit d'un syndrome de Cushing ACTH indépendant, ça veut dire d'origine surrénalienne. On va faire l'imagerie, on va tomber sur un adénome. Dans ce cas-là, c'est facile. De même, en cas d'exploration d'HTA secondaire, paroxysme tensionnel, triade de Ménard, c'est un phéochromocytome, comme on a vu tout à l'heure. Ou bien, on est devant un neurofibromatose et donc on évoque plus un phéochromocytome. Dans ce cas-là, le contexte est évident. On va aller directement vers l'exploration. Le problème se pose avec l'incidentalome, surtout si le patient il est asymptomatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quelle est l'étiologie? Donc, concernant l'incidentalome surrénalien, dans une étude faite en Chine sur des adultes sains, donc ce ne sont pas des patients, 25 000 adultes sains, chez qui une TDM abdominale a été demandée de routine. On a trouvé 1,4% de prévalence d'incidentalome surrénalien. Ça augmente avec l'âge jusqu'à 3,2% lorsqu'on dépasse 65 ans et souvent c'était non fonctionnel. Donc voici des images scanographiques donc, de plusieurs tumeurs surrénaliennes. Je les ai divisées en 4. Donc partie gauche c'est plutôt bénin. Partie la droite, c'est plutôt malin, sauf phéochromocytome, bien évidemment. Il y a un potentiel de malignité. L'exploration va différer d'un groupe à l'autre. C'est la stéroïdogénèse surrénalienne que se fait au niveau du cortex surrénalien. Donc, on a le secteur minéralocorticoïde qui va nous donner l'hyperaldotéronisme primaire. On a le secteur glucocorticoïde qui va donner donc, la sécrétion autonome de cortisol, voire le syndrome du Cushing. Est-ce que vous avez une idée comment différencier les deux? Est-ce que vous avez une idée? Donc, rapidement, syndrome du Cushing, on a une symptomatologie clinique qui est évidente. Pour la sécrétion autonome de cortisol, on a une sécrétion, mais qui est infraclinique. Donc, on n'a pas des signes de front du Cushing. Sinon, lorsque les précurseurs sont augmentés, donc dans le cas d'insuffisance surrénalienne par hyperplasie congénitale des surrénales, on a souvent une hyperplasie des deux glandes. Dans ce cas-là, il y a un dosage spécifique à faire. Sinon, pour le corticosurrénalome, qui est une tumeur maligne, on a souvent augmentation donc, de tous les précurseurs, notamment les androgènes. Au niveau médulaire, donc de la médule surrénale, on a la sécrétion de noradrénaline, donc les catécholamines, noradrénaline et adrénaline. Et dans ce cas-là, on parle de phéochromocytome. Donc c'est l'exploration qu'on va faire, en fin de compte. Bien évidemment, il y a des questions qu'on va répondre lorsqu'on trouve un incidentalome surrénalien. S'agit-il donc d'un incidentalome unilatéral ou bilatéral? Suspect ou bénin, c'est à l'aide de l'imagerie qui va nous répondre à ces deux questions-là. Et c'est l'analyse donc, hormonale qui va nous répondre est-ce qu'il s'agit d'un incidentalome qui est sécrétant ou non fonctionnel. Donc, j'ai mis donc, la prévalence des incidentalomes surrénaliens. Quelles sont les étiologies qu'on a trouvées? Donc, on a pratiquement un incidentalome non fonctionnel ou bien une sécrétion autonome du cortisol qui représente presque 3/4 des pathologies. Suivi donc, de l'hyperaldotéronisme primaire de l'ordre de 5%, corticosurrénalome de même, inférieur à 5%, et donc phéochromocytome de même, de l'ordre de 5%, voire moins.
Donc, je vais commencer par les incidentalomes surinaliens, qui est unilatéral, qui est bénin, et on va voir s'il est sécrétant ou non. Souvent, on trouve dans notre consultation un patient qui consulte pour donc, une masse surinalienne, généralement un adénome surinalien de 2 cm, et on veut unilatéral, et on veut savoir s'il est sécrétant ou non. Donc, on va rechercher la sécrétion de donc, cortisol, aldostérone, catécholamine. On doit passer par la clinique quand même. Donc, pour le syndrome de Cushing ou la sécrétion autonome de cortisol, on va vérifier si le patient présente une symptomatologie clinique qui est typique. Donc, on a bosse de bison, vergeture donc, pourpre, érythrose du visage, répartition facélo-auriculaire de la graisse, c'est donc les signes typiques de syndrome de Cushing. Ou bien, même en cas de sécrétion autonome de cortisol, on peut trouver une HTA, diabète, dyslipidémie, ainsi de suite. Pour l'hypersécrétion d'aldostérone ou hyperaldostéronisme primaire, adénome de Kohn éventuellement, donc on va vérifier s'il y a une HTA ou des signes cliniques d'hypocalémie. Bien sûr, on va confirmer par le dosage biologique. Pour les catécholamines, donc on a paroxysme tensionnel, triade de Ménard, qui fait de céphalée, palpitations et donc des sueurs, ou bien on est devant un contexte d'un patient qui présente de neurofibromatose, et dans ce cas-là, on sait bien qu'il s'agit probablement d'un phéochromocytome. À la biologie, il y a quelques explorations de routine à faire, systématiques. Donc, on va vérifier s'il s'agit d'une hypocalémie. Si on a une hypocalémie, est-ce que d'origine rénale ou bien digestive? Dans notre cas, c'est d'origine rénale. Donc, caliorèse va être supérieure à 30 mmol par 24 heures ou 20 mmol par litre sur échantillon. On va compléter par un bilan donc, glycémique, fonction rénale et bilan lipidique. Je vais commencer par le syndrome du Cushing ou donc sécrétion autonome de cortisol. Je vous rappelle que le syndrome de Cushing, on a des signes cliniques. Sécrétion autonome de cortisol, c'est un Cushing, mais qui est infraclinique, on n'a pas de signes cliniques. Donc, le dépistage est systématique. Devant tout patient qui présente un adénome surinalien, on doit explorer l'axe corticotrope, même en l'absence de signes cliniques. Donc, on va faire un test de freinage minute par 1 mg d'hexaméthasone. Souvent, on trouve des praticiens qui demandent cortisol de base. Cortisol de base n'aide pas. Même si la valeur est normale, légèrement élevée ou basse, ça n'élimine rien, ça ne confirme rien. Donc, il faut passer par un test dynamique d'emblée, qui est le test de freinage minute. Donc, on va donner, il s'agit d'un comprimé de 0,5 mg de dectancine. Donc, on va donner 2 comprimés à minuit. 8 heures après, on va faire le dosage de cortisol à 8 heures. Normalement, le dosage de cortisol doit être bas. Bien sûr, il y a des interférences avec la dexaméthasone et l'insuffisance rénale qu'il faut faire attention. Donc, on a devant 3 cas de figure. Donc, on est un cortisol de base après freinage minute inférieur à 18 nanogrammes par millilitre. J'ai mis les autres valeurs du laboratoire que vous pouvez trouver. Par exemple, 1,8 microgrammes par décilitre à Sahloul, 50 nanomol par litre, c'est à Hachet. Donc, absence d'hypersécrétion. L'autre cas de figure, on est devant un cortisol à 8 heures qui dépasse les 50 nanogrammes par millilitre. Dans ce cas-là, c'est bon, on a une sécrétion autonome de cortisol. Si la valeur est intermédiaire entre les deux, donc on a une sécrétion autonome qui est possible, donc de cortisol. D'accord? Une fois on a une valeur de cortisol qui dépasse les 18 nanogrammes par millilitre, on est devant une sécrétion qui est autonome ou bien possible de cortisol. Dans ce cas-là, on va avancer dans le diagnostic, on va demander la CTH. Donc, excès de cortisol, rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc la CTH sera théoriquement basse. Si c'est le cas, donc une ACTH à 8 heures du matin inférieure à 10 picogrammes par millilitre, on est devant un adénome cortisolique, diagnostic fait. Si on est devant une ACTH élevée qui dépasse les 20 picogrammes par ml, il faut faire attention. On n'est pas devant un syndrome du Cushing d'origine surinalienne, on est plutôt devant un syndrome du Cushing d'origine hypophysaire. Et dans ce cas-là, on va avoir une hyperplasie de la glande surrénale. Donc ce patient-là ne doit pas être opéré sur les surrénales, mais plutôt sur l'hypophyse. Si la valeur est intermédiaire, on ne sait pas. Il se peut qu'il s'agisse d'un syndrome de Cushing ou bien d'une sécrétion autonome de cortisol d'origine surinalienne ou bien d'origine hypophysaire. Il faut refaire le dosage et vérifier. Donc, pour le cortisol libre urinaire, c'est plus facile à faire. Cortisol salivaire, c'est dans quelques centres. Ils peuvent être normaux. Donc, il ne faut pas y demander de première intention. Sauf si on a des signes de syndrome du Cushing. Dans ce cas-là, on peut le demander. D'accord? Sinon, c'est le test de freinage minute qu'il faut faire de façon systématique.
Donc, un petit résumé. Sécrétion autonome de cortisol, c'est un test de freinage minute. Si on est devant un syndrome du Cushing, on peut faire cortisol libre urinaire ou bien cortisol salivaire, voire freinage minute, voire faible, dans ce cas-là. Donc, pour le phéochromocytome, le dosage auparavant était systématique. Devant toute masse surrénalienne, il faut faire le dosage donc, des dérivés méthoxylés. Récemment, donc les 2 dernières années, il va y avoir un changement. Et dans ce cas-là, on peut faire le dosage, donc l'exploration à la recherche d'un phéochromocytome seulement en cas de densité spontanée qui est supérieure ou égale à 10 unités en Hounsfield ou si on envisage de faire une biopsie. Même si on a un aspect en faveur de métastase, on va faire le dosage des dérivés méthoxylés. D'accord? Parce que la densité spontanée va dépasser les 10 unités en Hounsfield. Donc, si je vois les dernières recommandations, en 2016, on peut faire donc, le dosage de façon systématique. À partir de 2022, il faut limiter donc, le dosage de dérivés méthoxylés juste en cas de suspicion de phéochromocytome si l'aspect n'est pas typique d'un adénome. Donc, pour cet article, la densité spontanée elle est bien étudiée. Si elle dépasse 20 unités en Hounsfield, on est presque à 92% de risque d'avoir un phéochromocytome, bien sûr, s'il y a des signes cliniques en faveur. Inférieur à 10 unités en Hounsfield, pratiquement, le risque est nul. L'IRM, le washout, n'a pas été bien étudié, donc on ne peut pas conclure à partir de quel seuil on peut éliminer donc, le phéochromocytome. Bien évidemment, le dosage, auparavant on fait le VMA, on ne le fait plus. On va demander directement les dérivés méthoxylés, on ne va pas demander noradrénaline ou bien donc, l'adrénaline. On va demander leur catabolisme, produit de catabolisme, méthanéphrine et norméthanéphrine. Idéalement plasmatique, en position couchée pendant 30 minutes. À défaut, on peut faire l'urinaire sur 24 heures, mais il faut s'assurer du bon recueil de l'urine. Si la valeur dépasse 3 fois la limite supérieure de la normale, le diagnostic est fait. Par contre, il faut faire attention. Maintenant, c'est le syndrome. Donc, on a le grippe, les patients prennent du paracétamol, prennent des symptométiques, et dans ce cas-là, on va avoir des faux positifs. Il faut faire attention, il faut arrêter ce traitement-là au moins 1 semaine. Sinon, pour les bêta-bloquants, il va agir surtout sur le dérivé méthoxylé urinaire. L'alpha-méthyldopa, l'antidépresseur tricyclique, ils vont agir sur les deux. Donc, ces traitements-là doivent être arrêtés avant de faire le dosage. Donc, on a vu jusque-là, on est devant une masse surrénalienne de nature adénomateuse. On a demandé systématiquement freinage minute. On va demander systématiquement dérivé méthoxylé, oui ou non? Non, on ne va pas demander. C'est inférieur à 10 unités en Hounsfield. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas faire le dosage. Bravo. Sinon, troisième dosage, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Est-ce qu'on a ou on n'a pas? Le dosage de même n'est pas systématique. Si on a une HTA et ou hypokaliémie, dans ce cas-là, on peut faire le dosage de l'aldostérone, de la rénine et calcule le rapport de l'aldostérone sur rénine. Alors là, jusque-là, c'était facile. On donne 2 comprimés, on dose le cortisol pour faire le freinage. On fait le dérivé méthoxylé plasmatique ou bien urinaire sur 24 heures en s'assurant de quelques médicaments le patient ne prend pas pendant 1 semaine. Pour ce dosage-là, c'est de loin plus compliqué. Il y a des conditions strictes. Donc, le patient doit faire le dosage le matin, 2 heures après le lever, en position assise d'environ 10 minutes en moyenne, en régime normosodé. Donc, vous imaginez qu'un patient sous 5 traitements antihypertenseurs, par exemple, dont 2 diurétiques et le spironolactone, on demande d'arrêter tous ces médicaments-là, ou bien la majorité de ces traitements-là, de prendre du sel, alors que le régime était sans sel auparavant, et de corriger la kaliémie. Parfois, on est amené à hospitaliser ces patients-là pendant une période pour faire le dosage. Pour l'arrêt du traitement, ça se discute. Les dernières recommandations parlent toujours de l'arrêt du traitement, mais parfois, c'est difficile de le faire, et donc il faut voir ce tableau-là et voir l'interférence médicamenteuse, essayer d'enlever, à mon avis, les bêta-bloquants, l'alpha-méthyldopa qui donnent des faux positifs, et on peut garder les autres si on n'arrive pas à équilibrer la tension artérielle chez notre patient et interpréter en fonction. Par exemple, si la rénine est freinée alors que le patient prend, par exemple, des IEC ou diurétiques, on sait que les diurétiques vont augmenter la rénine alors qu'elle est freinée, donc le patient va avoir un hyperaldostéronisme primaire. On ne peut pas confirmer à 100%, mais on va dire que c'est un profil qui est en faveur de l'hyperaldostéronisme primaire. Voici le seul traitement qu'on peut faire le dosage avec, verapamil, prazosine, alpha-bloquant, doxazosine et moxonidine.
Donc seulement 3 médicaments. C'est le test le plus difficile à faire en endocrinologie. Donc, on a calculé, donc on a fait le dosage de l'aldostérone, de l'alanine, on va calculer le rapport aldostérone-surénine. Donc, on ne peut pas calculer ce rapport avant de vérifier si l'aldostérone est élevé, dépasse 90 picogrammes par ml, et si la valeur de l'alanine est inférieure, parfois on trouve inférieure à 3. Donc, il faut majorer jusqu'à 5 milliunités par litre. Pour simplifier, on va voir juste l'aldostérone et l'alanine directe. Le dosage à Pasteur, par exemple, se fait en picomol par litre, rénine en picogrammes par ml. Il y a un coefficient de 1,8, donc le rapport est de 115. Donc on va diviser l'aldostérone en picomol par litre sur la rénine en picogrammes par millilitre et on va comparer un cutoff de 115. Si la valeur elle est supérieure à cette valeur-là, on va dire que l'hyperaldostéronisme primaire, mais encore, c'est pas facile. En fait, il faut refaire le dosage à 2 reprises. Il faut s'assurer que l'aldostérone dépasse 550 picomoles par litre avec un rapport aldorénine supérieur au seuil qu'on a dit de 115. Le privé, c'est 64. Donc, l'hyperaldostéronisme primaire, elle est confirmée. Donc, après 2 dosages. Parfois, on peut se contenter d'un seul dosage si on a une hypokaliémie. Dans ce cas-là, c'est bon, un seul dosage peut suffire. Même pour exclure ce diagnostic, il faut y avoir donc on va répéter le dosage à 2 reprises pour infirmer ce diagnostic, tellement il est difficile. Parfois, on est devant des cas intermédiaires. On a un rapport qui est élevé, mais l'aldostérone ne dépasse pas 550. Dans ce cas-là, il faut passer par des tests dynamiques. Tests dynamiques, chez un patient parfois insuffisance cardiaque, on va donner du sérum physiologique, ce n'est pas toujours évident. Parfois, on passe au test au captopril. Donc, on a un patient, je vous rappelle, qui a un adénome surinalien de 2 cm unilatéral. On a fait le dosage de... Quel dosage? Cortisol après test de freinage, donc freinage minute. Pour le diagnostic de FEO, on a dit densité inférieure à 10 unités en Swift, on ne va pas le faire, à moins que le patient présente des signes cliniques. Pour l'hyperaldostéronisme primaire, s'il a une hypertension artérielle ou hypokaliémie, même s'il n'est pas hypertendu mais présente une hypokaliémie, on va faire le dosage. Donc HTA et ou hypokaliémie, on va faire le dosage, sinon on ne va pas le faire. Ça, c'était pour l'incident talon unilatéral qui est bénin. Est-ce que vous avez des questions ou on passe? Donc. Dans la salle? C'est clair? C'est clair. Donc, on passe. Donc, maintenant, on est devant un incident talon surinalien, toujours unilatéral, mais qui est suspect. Donc, il y a des dosages qu'on va faire systématiquement, comme le freinage minute, comme le rapport d'aldostérone-surénine, si on a toujours HTA et ou hypokaliémie. Mais par contre, on a 2 diagnostics à évoquer. Le phéochromocytome, donc le dosage de dérivé méthoxylé, est systématique, et le corticosurinalum, et là, on a tout un panel de hormones à doser. Donc, on va doser DHOA sulfate, delta-4 androstendione, 17-OH progestérone, testostérone chez la femme, l'ostradiol chez l'homme. Donc, chez l'homme, on peut trouver gynécomastie, par exemple, pour la femme des signes de virilisation, et l'anse-désoxycortisol qu'on va voir ici. Donc, tous les précurseurs, on va... Donc, on va doser tous ces précurseurs-là. Donc, 17-OHP, 11-désoxycortisol, ainsi de suite. On va explorer tous les axes. Donc, avec le corticosurinalum, on peut trouver un syndrome de Cushing, dans la majorité des cas. Parfois, l'hyperaldostéronisme primaire, donc sécrétion en excès d'aldostérone, virilisation chez la femme. Chez un homme, en général, on trouve une gynécomastie. Ça reste à moins rare. On va passer maintenant à un incident talon surinalien qui est bilatéraux dans ce cas-là. On va vérifier, bien sûr, si ce sont suspects ou si ce sont bénins, et on va faire le cortisol sous test de synactène. Lorsqu'on fait un test de synactène, c'est pour éliminer l'insuffisance surinalienne. On a 2 incidents talons qui peuvent être suspects ou non, cause infiltrative ou non, lymphome, tuberculose ou autre. Dans ce cas-là, on doit s'assurer s'il y a une destruction donc, des glandes surrénales. Donc, on va vérifier le cortisol. On peut faire le cortisol de base ou carrément sous synactène. Si la réponse est positive, donc les glandes surrénales sont fonctionnelles, dans ce cas-là, on va vérifier le freinage minute. Est-ce qu'on est devant une sécrétion autonome du cortisol ou non? Donc, on va éliminer l'insuffisance surinalienne et on va rechercher l'hypersécrétion. Donc, freinage minute, si synactène normale, bien évidemment.
On va faire de façon systématique le dérivé méthoxylé et le rapport aldostérone-surénine en cas, comme d'habitude, d'HTA et ou hypokaliémie. Mais aussi, on va faire le 17-OH-progestérone si on est devant une hyperplasie bilatérale des surrénales pour ne pas passer à côté d'une hyperplasie congénitale des surrénales. Donc là, le diagnostic doit être systématique en cas de suspicion d'hyperplasie congénitale des surrénales, mais l'exploration reste pratiquement la même pour les autres. Il y a aussi des formes particulières comme le syndrome de Cushing. Donc, Cohn, c'est pour adénome de Cohn, donc sécrétion en excès d'aldostérone. Cushing, c'est Cushing, donc sécrétion en excès de cortisol. En général, ce sont des patients qui présentent un adénome de Cohn avec des signes métaboliques, par exemple diabète, HTA. On fait le test de freinage minute et on trouve qu'il est donc élevé. Dans ce cas-là, on confirme le diagnostic de Cushing. Mais ça reste la même, donc même abord chirurgical, même indication chirurgicale, ainsi de suite. Pour l'angiomyolipome, en général, c'est une tumeur qui est non sécrétante. Mais dans la littérature, on trouve parfois, et on a des cas d'angiomyolipome qui sont associés à un hyperaldotéronisme primaire. Donc, il faut explorer si on a toujours HTA et ou hypokaliémie. D'accord? Donc, pour les take-home messages, l'exploration hormonale, bien sûr, avant tout acte opératoire. Les signes cliniques et la biologie standard, c'est pour orienter le diagnostic. Le bilan hormonal, ça permet de confirmer le diagnostic, mais sous réserve. On a vu les conditions qu'on doit passer avant d'interpréter les résultats. Il faut obéir à toutes ces conditions. Il y a une possibilité de sécrétion multiple, comme le Cushing, ou bien le corticosérénalome. Le freinage minute, dérivé méthoxylé, plus ou moins rapport aldostérone. Donc, c'est l'exploration de base. L'androgène est précurseur si on a une suspicion donc, de corticosérénalome. Le synactène, si on a donc, des masses bilatéraux et suspicion d'insuffisance surrénalienne. Le 17-OHP progestérone, c'est pour l'hyperplasie congénitale des surrénales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Free, pour cette remarquable conférence. Donc, on a compris que maintenant, c'est les tests dynamiques, les sécrétions, aussi bien pour l'insuffisance que pour l'hypersécrétion. Si les tests dynamiques sont au premier plan, le dosage de base n'a plus les mêmes indications qu'avant. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, une question là-bas. On va vous donner un micro. Merci. En fait, je voulais vous demander 3 questions. Donc, la première question, elle s'intéresse aux dérivés méthoxylés. Avant, on avait tendance à dire qu'il fallait doser 3 jours de suite. Est-ce que c'est encore d'actualité ou pas? Donc la deuxième question, c'est par rapport... Est-ce que je peux répondre à la première question? Oui, comme vous voulez. Donc, pour les dérivés méthoxylés, en général, un seul dosage suffit. S'il est positif, d'accord, supérieur à 3 fois la limite supérieure de la normale, si elle est entre donc, 1 à 3 fois la limite supérieure de la normale, dans ce cas-là, il faut soit répéter le dosage. Bien sûr, on va toujours vérifier la clinique. Si la clinique elle est très en faveur d'un phéochromocytome, alors là, il faut s'assurer le dosage. Par exemple, si les dérivés méthoxylés sont faits sur les urines de 24 heures, il faut faire le dosage de la créatinine urinaire pour s'assurer qu'on a une bonne collecte. Si on a fait sur un dosage donc, plasmatique, il faut s'assurer que le patient a fait le dosage après 30 minutes de position couchée. Voire, on peut faire des imageries à type de scintigraphie MBG pour s'assurer du diagnostic aussi. Mais le diagnostic reste toujours clinique, bien sûr biologique. La deuxième question, c'est par rapport au test de freinage. C'est quoi la différence entre test de freinage faible et test de freinage fort? D'accord. Donc, en général, lorsqu'on suspecte un syndrome de Cushing chez un patient, on va faire le dosage de freinage minute, qui est un test de dépistage. On va donner 2 comprimés le soir à un patient en ambulatoire. On va faire le dosage à 8 h du matin le lendemain. Le test elle est inférieur à 18 nanogrammes par millilitre. C'est bon, il n'a pas de Cushing, diagnostic écarté. Si elle est donc supérieure à 18 nanogrammes par millilitre, dans ce cas-là, on hospitalise le patient, on va faire le test de freinage, mais ce sera sur 2 jours. Donc on va donner un comprimé de 0,5 mg, donc x4 chaque 6 heures, pendant 2 jours, et on va refaire le dosage de cortisol. On peut faire aussi le cortisol libre urinaire sous freinage pour s'assurer et confirmer le diagnostic de Cushing. Ça change un petit peu les dernières années avec les recommandations. Il privilégie maintenant le freinage minute, le cortisol libre urinaire et le cortisol salivaire. Mais c'est l'attitude qu'on fait, par exemple, dans notre service. Donc, c'est pour confirmer le syndrome du Cushing. Surtout chez les patients obèses, par exemple, ou avec insuffisance rénale, parfois on n'arrive pas à obtenir un test de freinage minute fiable. Et la dernière question, c'est par rapport à votre expérience personnelle. Est-ce que vous avez
vu dans votre pratique qu'à partir d'un certain rapport aldorénine, on peut faire la distinction entre une forme unilatérale ou une forme bilatérale? Non, non, non. Dans ce cas-là, les recommandations sont claires. Je n'ai pas mis la plaque, mais inférieur à 35 ans, chez un patient âgé de moins de 35 ans qui présente un hyperaldostéronisme primaire confirmé biologiquement et on est devant une masse unilatérale, on peut l'opérer sans passer par le cathétérisme. Si l'âge dépasse 35 ans ou inférieur à 35 ans avec une forme autre que l'adénome, par exemple adénome double ou hyperplasie, même hyperplasie macronodulaire ou micronodulaire, on va passer par le cathétérisme qui va confirmer le diagnostic. Parce que juste, je vous interromps, parce que la question du rapport, elle est très différente selon les recommandations. Chacun définit une valeur seuil, un cutoff à partir duquel on peut définir l'hyperaldostéronisme primaire. On a vu les recommandations en 2016 de l'SFE. Donc, selon la méthode de dosage, oui, rénine directe ou l'activité rénine plasmatique, je n'ai pas parlé de l'activité rénine plasmatique, je l'ai caché parce qu'on ne l'utilise pas en réalité dans notre pratique quotidienne. Et même pour l'aldostérone, on peut utiliser le picogramme par millilitre ou le picomol par litre. Ça diffère. Donc, on a plusieurs valeurs seuil. Il faut vérifier juste. Donc, dans la case correspondante, on est devant, par exemple, picogramme par millilitre, milliunités par litre. On a donc valeur seuil qu'on va utiliser. Par exemple, si on envoie à Pasteur, pour Pasteur, c'est 115. Donc, constante, une constante de 1,8, c'est le laboratoire qui va nous donner, qu'on va multiplier par 64 et donc 115, on utilise. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon, très clair. Est-ce que le panel a une question? Merci. Merci pour cette excellente présentation. J'ai deux questions en fait. Je vous laisse répondre une par une. Donc ma première question, c'est à propos du syndrome de pré-Cushing. Est-ce qu'on doit le considérer comme une forme sécrétante qu'il faut traiter, qu'il faut enlever? Est-ce qu'il y a une c'est-à-dire probabilité, éventualité que ça évolue vers une forme donc purement sécrétante et clinique, disons. Donc ça c'est c'est-à-dire et les seuils est-ce que ce sont des seuils de sécrétion qui sont très faibles et qu'on peut avoir donc sur le plan biologique on a des limites pour dire que c'est vraiment du pré-Cushing. Donc, lorsqu'on fait le test chez un patient qui a un incidentallome surinalien et on va faire systématiquement donc, le test de freinage, si elle est inférieure à 18 nanogrammes par millilitre ou équivalent pour les autres unités, donc c'est bon, le diagnostic est écarté. Si on est entre 18 et 15, voire je vais dire supérieur à 18 tout court, supérieur à 18, on a une sécrétion. Maintenant, est-ce que la sécrétion va donner des symptômes cliniques ou non? Si elle va donner des symptômes cliniques, on est devant un syndrome de Cushing, donc là, il faut opérer les patients. Bien sûr, on va faire tout un bilan de retentissement et bien évidemment, on va finir par opérer le patient. Maintenant, si on est devant une forme infraclinique, donc l'hypersécrétion est là, elle existe, mais elle n'a pas montré des signes cliniques. Mais par contre, on peut trouver d'autres signes comme l'HTA, élévation de la tension artérielle, élévation de la glycémie, ostéoporose par exemple, ou ostéopénie, hypercholestérolémie. Donc il y a des signes, mais qui sont moins évidentes que les autres, même augmentation du risque cardiovasculaire avec la sécrétion autonome de cortisol. Dans ce cas-là, donc, est-ce qu'elle va évoluer certainement vers un syndrome du Cushing? Non, pas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on doit opérer donc, cette masse chez tous les patients? Non, c'est cas par cas, surtout en cas de comorbidité, on peut opérer. Donc selon les comorbidités en général. Il y a des recommandations dessus aussi. Merci. Donc ma deuxième question, c'est à propos donc du temps que prend cette exploration-là. Donc parce qu'on a l'impression que ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des bilans qui sont faits donc à l'étranger, ce qui fait que ça donne un petit peu de lenteur dans cette exploration? Pour le test de freinage minute, on peut vous donner la réponse le lendemain. Donc, juste un dosage de cortisol, après 2 comprimés de dexaméthasone. Maintenant, le problème, dexaméthasone n'est pas toujours disponible. Il existe dans la nomenclature hospitalière, mais parfois, on a un manque. Sinon, pour les dérivés méthoxylés, en général, c'est à l'étranger. Pour la dostérone-irénine, on peut le faire à Pasteur, mais ça prend un peu de temps, c'est par série. Donc, parfois 3 semaines, parfois moins, parfois plus, tout dépend donc, des séries. Dérivés méthoxylés, par exemple, donc, en ville, c'est à peu près 10 jours en moyenne. Donc ça prend du temps.
par exemple, pour faire le calcul du rapport aldostérone-surénine, il y a des traitements qu'on doit arrêter. Je n'ai pas voulu trop détailler, mais pour le spironolactone, au moins 4 à 6 semaines d'arrêt de traitement. Donc, on va retarder l'exploration de 6 semaines pour arrêter le spironolactone. Pour les autres traitements, en général, c'est de l'ordre de 2 semaines. Donc, d'emblée, 2 semaines avant de commencer l'exploration. Donc, on va arrêter le traitement, on va essayer d'équilibrer la tension, on va substituer parfois par 9 comprimés de potassium, le patient, pour arriver à une kaliémie qui est correcte. Donc, parfois, on va faire le dosage, mais juste avant le dosage, on va demander au patient de faire un ionogramme sanguin urinaire pour vérifier donc, la kaliémie et la natriurèse. Parfois, le patient a peur, j'ai une HTA, donc je vais manger moins de sel. Inférieur à 100 millimoles par 24 heures, on ne va pas faire le dosage. Donc, on va demander au patient d'augmenter le sel dans l'alimentation et recontrôler. Donc, ça va prendre du temps. Donc, pour revenir à la question du Cushing infraclinique, donc, théoriquement, si on reçoit un patient à la consultation avec un scanner sur lequel on trouve un incidental, donc la sécrétion qu'on va chercher de façon systématique, c'est la sécrétion de cortisol. Si j'ai devant moi un patient qui est parfaitement asymptomatique, qui n'a pas d'hypertension artérielle, n'a pas d'hypocalémie, n'a pas de syndrome de Cushing, donc je vais chercher uniquement un syndrome de Cushing infraclinique. C'est la densité inférieure à 10 unités, bien sûr. On n'a pas de suspicion clinique ni biologique. Voilà, un adénome typique avec une densité inférieure à 10. Pas d'hypocalémie, pas d'HTA, aucun symptôme clinique, aucun signe clinique. Donc finalement, on ne va pas explorer tous ces patients. On va explorer tous les patients pour le freinage. Pour le freinage, d'accord. Pour revenir à la question du docteur Haj Slimane, donc même si j'ai un vieux monsieur qui a des comorbidités, même si je vais trouver un Cushing infraclinique, donc je ne vais pas l'opérer. C'est cas par cas. Il faut discuter. Donc ça dépend du terrain également. Bien sûr. Donc toute la question, est-ce qu'on va explorer tous les incidentalomes qu'on va retrouver? C'est ça la question. Un patient parfaitement asymptomatique, un adénome typique au scanner, chez un vieux monsieur qui a des comorbidités, s'il n'a pas de signe clinique, finalement, pourquoi on va faire l'exploration hormonale? Même pour, par exemple, si on a des bilans qu'on va faire de façon systématique, comme la glycémie, cholestérol, ainsi de suite. Même pour le risque cardiovasculaire, elle est élevée. D'accord, peut-être le patient n'a pas une espérance de vie de 5 ans ou plus, mais au moins si on a une hypercholestérolémie, on peut le traiter. S'il a donc un syndrome de Cushing ou un Cushing infraclinique, donc on va faire par exemple le DMO à la recherche d'ostéoporose, au moins qu'il ne fasse pas une fracture, et donc le décès sera plus précoce. Donc, c'est pour évaluer la comorbidité du patient, puis on va l'opérer ou non, c'est autre chose. On va discuter cas par cas. Donc, on adresse un endocrino, on ne va plus revoir le patient pour le problème de la surrénale. Il faut faire attention, surtout parfois on est devant un adénome ou une hyperplasie, on pense que l'origine surrénalienne de l'hypersécrétion, mais parfois la CTH elle est élevée, donc c'est une maladie de Cushing, c'est d'origine hypophysaire, donc c'est parfois pose un problème. De toute façon, on voit de plus en plus d'incidentalomes grâce au progrès de l'imagerie. Et donc là, ça va être, je pense, les indications d'opératoire et d'exploration, ça va être l'objet du cours suivant, je pense. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Tout est clair? Est-ce que j'ai des questions en ligne sur le chat YouTube? Docteur Zoueri, vous êtes avec nous en visio. Vous voulez poser une question? Oui, merci. C'est à propos du syndrome de Cushing ACTH dépendant. Vous pouvez le mettre sur l'écran, voilà, qu'on le voit, on veut te voir. Allez-y, il vous voit maintenant. C'est à propos du syndrome de Cushing ACTH dépendant. Là, vous avez dit qu'on va suspecter dans ce cas un microadénome hypophysaire, mais dans quelques cas, on tombe sur une IRM qui est normale, bien sûr avec des surrénales qui sont normales. Donc, on va suspecter dans ce cas de l'origine paranéoplasique, non? Avec des tumeurs ectopiques sécrétantes. Oui, dans ce cas, y a-t-il un rôle d'autres tests biologiques, tels que le test de freinage fort, pour différencier entre les deux? D'accord. Donc, j'ai parlé un peu de test de freinage minute, freinage faible. Je n'ai pas voulu aborder le test de freinage port parce que c'est un test dynamique qui est dédié à donc, différencier un syndrome de Cushing ACTH dépendant dans le diagnostic. Est-ce que c'est d'origine hypophysaire ou d'origine paranéoplasique? Mais c'est un test de moins en moins utilisé, surtout avec le cathétérisme des sinus pétreux.
Donc, il va confirmer est-ce qu'il y a une hypersécrétion ou non donc, en cas d'imagerie négative. Donc, c'est ça. On a une ACTH qui est élevée, supérieure à 20. Si elle dépasse 100 picogrammes par millilitre, s'il y a une mélanodermie, s'il y a donc des sinus suspects de malignité, on est plutôt vers paranéoplasique. Donc, même la valeur de l'ACTH peut nous orienter. C'est juste pour orientation. Inférieur à 100 n'élimine pas, bien sûr, à 100% l'origine paranéoplasique. Supérieur à 100 ne confirme pas, mais ça oriente. La présence de mélanodermie intense, ça oriente aussi vers le syndrome paranéoplasique. Souvent, dans le syndrome de Cushing ACTH dépendant ou maladie de Cushing tout court, on a des picoadénomes. Parfois, on ne trouve pas toujours un macroadénome, c'est rare. Souvent, c'est un picoadénome. Parfois, l'imagerie, elle est normale. Dans ce cas-là, donc, à l'étranger, ils peuvent faire des tests dynamiques, mais surtout le cathétérisme des sinus pétreux va aider trop. Comme le cathétérisme des surrénales, en fin de compte. On va cathétériser les surrénales, mais on peut aussi cathétériser les sinus pétreux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, on peut passer à la conférence suivante. Merci beaucoup pour cette brillante conférence et pour la discussion aussi. C'était magnifique.